Bonjour et bienvenue dans le décryptage de ce mardi 3 mars qui vous est présenté par Florian Day et dans lequel nous retrouvons Rebecca Weserman pour nous parler du roman La dernière vague qui est notamment inspiré de son séjour à Taïwan à travers le programme de résidence d'artistes Villa Formose. La dernière vague est donc un roman qui sera situé dans le futur, un roman d'anticipation. Rebecca, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'idée de base avec laquelle tu es venue à Taïwan pour ce projet ? La dernière vague, c'est un roman d'anticipation dans lequel l'humanité décide d'arrêter de se reproduire et met donc en place une loi d'extinction volontaire. Et à l'intérieur de ce roman, on suit la dernière génération de l'espèce humaine avant son extinction. Ça, c'était mon idée de base, avec à l'intérieur des idées un peu plus développées, et évidemment, notamment sur le fait qu'à l'intérieur de ce nouveau monde, l'espèce humaine se répartit dans de nouvelles catégories sociales, il y a différents groupes qui émergent, etc. Et mon idée, c'était que ce roman puisse se passer à Taïwan, et également qu'il puisse s'inspirer, parce que cette dernière vague va très vite passer d'une extinction volontaire à une extinction obligatoire, et donc virer à un régime d'oppression, et notamment, qui pèse notamment sur le corps des femmes, puisque la stérilisation va devenir obligatoire. Et cette idée, j'avais envie de venir l'imprégner d'histoire et de problématiques taïwanaises, notamment le fait qu'ici, on a une natalité qui est très en baisse, donc j'avais aussi envie de m'intéresser à ça pour cette idée de en finir avec l'espèce humaine, et comme ce régime aussi est un régime d'oppression, une fois que cette loi d'extinction volontaire est promulguée, j'avais envie de pouvoir m'inspirer d'épisodes historiques taïwanais, notamment toute la période de la Terreur blanche. Donc parmi les différents groupes, il y en a donc qui participent à la répression, d'autres qui s'opposent à cette extinction volontaire et du coup qui se cachent pour continuer à essayer d'avoir des enfants. Et puis d'autres qui cherchent à protéger la nature tant que c'est encore possible, défaire un petit peu tout le mal qui lui a été fait par les humains. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces groupes-là et de comment ils se sont construits à Taïwan ou comment ils ont évolué en étant ici, peut-être ? Oui, une des choses qui m'a frappée dans ma découverte de Taïwan, c'est la complexité de l'identité taïwanaise, la richesse et la diversité de son histoire et de ce pays en général. Et donc j'ai voulu quelque part chercher à retranscrire cette complexité en adoptant dans mon projet de roman différents points de vue. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée qu'on suive vraiment différents personnages qui viennent de différents groupes, et que ce texte puisse avoir vocation à poser des questions, ne pas apporter de réponse. Ça, c'est quelque chose qui globalement dans l'écriture est très important pour moi. Je ne veux pas donner des messages, je veux vraiment ouvrir des pistes et que ce soit des possibilités de réflexion, notamment sur cette question de l'impact de l'espèce humaine sur l'écosystème, sur ces questions de natalité, dans lesquelles je ne dis pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses. Et donc on a par exemple ce personnage de Février qui est ce que j'ai appelé un veilleur des 4 points, c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé de parcourir le monde pour aller chercher des réfractaires, qui est le groupe d'opposants à la loi, qui se cache pour essayer de continuer à avoir des enfants et reconstruire un autre monde. Et on suivra donc ce personnage de Février qui est à la recherche de réfractaires, parmi lesquels se trouve Shida, qui est un des personnages aussi principaux, qui est une réfractaire qui est venue avec son groupe se cacher à Taïwan. Alors juste quand tu présentes l'intrigue comme ça, quelque chose qui frappe tout de suite, ce sont les noms des personnages de Février, et puis Shida, qui est le nom de l'Université nationale normale de Taïwan. Comment est-ce que ces 2 mots sont devenus les prénoms de tes personnages ? Oui, alors Février, ça vient... quand j'étais en train de faire mes recherches ici à Taïwan, j'étais en train de faire des recherches de fond pour nourrir mon idée, mais j'avais pas encore les personnages, j'entendais pas encore ni leur nom, ni leur voix, etc. Et puis un jour, je prends le métro et je vois une jeune femme qui a un t-shirt sur lequel est écrit en français « Février ». Et dans ma tête, ça fait comme un déclic, parce qu'en plus, je suis en résidence pendant ce mois de février, qui est un mois très particulier. C'était aussi le mois pendant lequel j'avais écrit 49
39 degrés, un de mes précédents textes, qui est issu d'un voyage à Dubaï. Le premier mot de ce texte, d'ailleurs, c'est février. Et donc, je vois le t-shirt de cette jeune femme et je me dis, ah bah tiens, j'ai mon personnage qui est veilleur des 4 points va s'appeler Février, parce que dans son groupe, dans le groupe auquel il appartient, les personnes auront pour prénom le mois ou la date de leur naissance, parce que dans l'idée de ce monde qui n'existe pas encore, il y a aussi tout un tas de choses à repenser, et je m'étais dit, bah tiens, puisqu'il n'y a plus de question de transmission, le rapport au nom est aussi différent et devient quelque chose de très pratique, usuel, factuel, donc on aura ce personnage-là qui s'appelle Février, qui est aussi une référence à ce mois que j'ai passé ici. Et puis, juste avant ça, j'étais allée à Shida, justement, et je m'étais dit, mais tiens, je l'avais noté en me disant, je trouve que la sonorité est jolie et que ça pourrait faire un joli prénom. Et à partir du moment où j'ai eu cette idée de Février, et cette idée du coup qui en a découlé que dans le groupe de Février, on s'appelle par son mois ou son jour de naissance, je me suis dit, bah tiens, il y aura un autre groupe dont est issu Shida, où on aura le nom du lieu où on est né, et le nom des personnages est arrivé comme ça. D'accord. Dans les extraits que tu avais lus au Pigeonnier, tu as également évoqué un camion qui fait de la musique, mais qui n'a pas la même fonction que le camion musical à Taïwan. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Je pense que toute personne qui a été à Taipei aura la même anecdote à raconter, de s'être demandé dans les premiers temps d'où venait la lettre à Élise qu'on peut entendre dans les rues à certaines heures. Et donc en fait je suis arrivée ici et j'entendais depuis la maison où je loge à la Taiwan Literature Base la lettre à Élise, et je me disais, mais ça revenait régulièrement. Et ça avait l'air de sortir d'un haut-parleur, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et le lendemain, dans la rue, ça recommence le soir, et donc je me dis, mais je ne comprends pas. Je me dis, mais est-ce que c'est les passages piétons ? Est-ce que c'est quelque chose ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En plus, je vois que les gens n'ont pas l'air de réagir, donc vraiment, le mystère reste entier. Et puis, je découvre assez rapidement qu'en fait, c'est le son des camions poubelles pour prévenir les habitants et les habitantes qu'il faut sortir ces poubelles. J'assiste comme ça à ce ballet de camions qui chante la lettre à Élise, et je me dis... ok, là, il y a vraiment quelque chose qui a été très énigmatique pour moi et que je trouve en même temps profondément poétique, et je me dis, je vais en faire quelque chose. Et donc, dans la dernière vague, on a ce système de camions que j'ai vraiment détourné de leur usage initial, pour le coup, puisque ces camions circulent dans Taïwan pour contrôler les femmes, puisque dans la dernière vague, une fois que les femmes ont été stérilisées, on va leur tatouer une vague sur le bras. Et donc ces camions vont jouer non pas la lettre à Élise, mais Au Solitude de Purcell, qui est une sorte d'hymne à la solitude, donc qui résonnait aussi pour moi par rapport à ce projet d'extinction de l'espèce humaine. Et j'ai repris ce système donc des camions, mais qui deviennent quelque chose de très dystopique, puisque ces camions viennent pour contrôler les femmes. Et tu avais aussi dit une phrase que j'avais beaucoup aimée dans cette présentation, c'est « Les idées font leur chemin et mon travail, c'est d'essayer de les suivre ». Oui, tout à fait. C'est vraiment... je sais que c'est une question qui est beaucoup revenue, de me demander comment je travaille et puis comment réussir un peu à maintenir le cap quand on arrive avec une idée et qu'on se retrouve en même temps projeté dans un univers qu'on ne connaît pas du tout. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation que les idées, pour qu'elles apparaissent et pour que je puisse les écrire, il faut que je leur laisse du temps et de l'espace. Donc j'ai vraiment travaillé à ça ici, à ne pas non plus me surcharger, c'est-à-dire à toujours me laisser du mou, pour me laisser surprendre et pour rester dans un état sensible qui est celui dans lequel j'arrive à capter des choses et à écrire. J'ai par exemple... au tout début de mon séjour, je suis allée voir les floraisons de cerisiers à Lohas Park, qui est au nord de Taipei, je crois. Je dis je crois parce que j'ai pas toujours une géographie très très exacte, parce que parfois je suis juste allée dans des endroits sans savoir exactement où j'étais et sans regarder la carte. Et ce jour-là, j'ai vu un papillon et j'ai décidé de le suivre. Et en fait, je l'ai suivi un long moment parce qu'il restait très près de moi et je me suis retrouvée assez loin dans ma promenade juste parce que je suivais ce papillon. Et c'est suite à ça que j'ai rencontré quelqu'un dans un marché avec qui j'ai parlé pendant 1 heure. Et en fait, c'est vraiment
ce rapport à la surprise, suivre les idées, suivre les papillons, suivre son instinct. C'est parfois être dans la rue et se dire « Ok, maintenant je tourne à gauche » et en fait découvrir des choses complètement incroyables. J'en aurais sûrement découvert d'autres si j'avais tourné à droite, mais l'idée, c'est de créer en fait un environnement qui permet aux idées d'émerger, et c'est vraiment pour moi l'intérêt des résidences, et d'autant plus quand on est comme ça loin. Oui, tu avais aussi parlé dans ce processus d'écriture de la théorie du cuiseur Harry. Oui, c'est une théorie que j'ai inventée pendant cette résidence. Dans la maison où je loge, qui est une maison à laquelle je me suis par ailleurs beaucoup attachée, qui est une maison japonaise qui a vraiment une atmosphère de calme, de sérénité, qui a été vraiment un refuge pour moi pendant ce mois. Et il y a dans cette maison un cuiseur Harry qui m'a été présenté le premier jour en me disant « Ah ben voilà, ça c'est un cuiseur Harry et c'est vraiment la marque phare de Taïwan, c'est Tatong ». Et donc je regardais cet objet que je n'ai par ailleurs pas utilisé, je l'avoue, mais visuellement il a toujours été dans un coin de mon décor, donc il a commencé à prendre de l'importance. Et puis je le regardais en me disant, en fait ma résidence ici c'est exactement comme ce qui se passe dans un cuiseur Harry. Je suis arrivée avec mes idées, qui sont les grains de riz. Je les ai mis dans le cuiseur dans lequel j'ai rajouté de l'eau. Ça c'est vraiment ma résidence ici à Taïwan. Et puis ensuite, pendant ces 4 semaines, j'ai laissé cuire pour obtenir le résultat qui est ce riz cuit, qui est donc un riz transformé par rapport à ce qu'il était au départ. C'est exactement le même processus avec mes idées qui ont été profondément modifiées par cette résidence. Eh bien, merci beaucoup Rebecca Wesserman pour ces partages. Et nous allons maintenant écouter quelques extraits du premier jet de cette dernière vague. 1. Février. Février regarde avec amusement la poussette près de lui, dans laquelle s'agite un jeune chien vêtu d'un manteau de soie. Un caniche peut-être, ou bien une sorte de bichon frisé dont il a oublié le nom exact. Et se demande, l'espace d'un instant, s'ils en auraient eu un similaire avec... Mais Février chasse cette pensée et se concentre sur le menu pour commander un plat dont il ignore le nom. Se contentant d'appuyer sur une image qui lui paraît appétissante, forçant un robot à sortir de sa veille pour lui apporter son repas en jouant automatiquement sa joyeuse chanson, qui contraste avec la peinture écaillée sur les murs à laquelle plus personne ne prête attention. Et avec le silence à peine troublé par le jeune chien et son propriétaire qui quitte l'établissement, partant se promener l'un l'autre dans un parc voisin où fleurissent des cerisiers entourés d'adorateurs, venus leur rendre hommage et encourager leur floraison. Février soupire. Voilà plusieurs jours qu'il n'a pas adressé la parole à quelqu'un et que lui reviennent en mémoire quelques vers écrits avant la loi. Solitude ton goût, un arc-en-ciel vêtu de cendres. Un poème interdit qu'il ne peut réciter ailleurs que dans sa tête, et dont il chasse la musique pour énoncer à voix haute, au milieu de la salle vide d'où le robot s'en va en chantant à tue-tête, les différentes étapes de son plan. Toujours les mêmes, précises et méthodiques, en touchant machinalement le bracelet qu'il porte au poignet droit. 2. Shida. Shida reconnaît dès les premières notes le signal du camion qui arrive au loin et, comme toutes les autres femmes autour d'elle, se range docilement en file indienne pour remonter à son tour sa manche et présenter au conducteur le tatouage qui orne son bras. Cette même vague inversée qu'elles portent toutes, ou bien finiront toutes par porter. Ce soir-là, toutes celles qui font la queue sont en règle. Aucun incident n'est à déplorer. La nuit est calme, la lune presque pleine, et Shida pense qu'elle doit entendre, elle aussi, la voix cristalline qui chante aux solitudes depuis les haut-parleurs vissés sur le toit de chaque camion, couvrant les cris de celles que l'on emmène et qui reviendront, à leur tour, le bras marqué. Au-dessus de Shida, soudain, le ciel éclate. Un groupe d'exaltés tire frénétiquement la langue pour tenter de boire sans cesser de danser, tandis que quelques poursuivants s'abritent sous des parapluies et continuent leur tâche, imperturbables. Shida sent sa manche trempée, et n'a pas besoin de la relever pour savoir que sur son bras, l'encre commence à s'effacer. Avant qu'un nouveau camion ne passe, Shida, silencieuse et agile, se fond dans la nuit. 4. La loi. À partir de la loi, le son du rire des enfants s'est fait de plus en plus rare.
et la plupart des œuvres les représentant ont fini par être interdites. Dans les parcs, on voit désormais quelques adultes assis sur les balançoires et les cours d'école sont devenus des terrains vagues où repoussent les fleurs autrefois piétinées. Les pédiatres ont repris leurs études pour devenir vétérinaires et nombreux sont les autres métiers à avoir disparu. Après quelques émeutes, tentatives de révolte et manifestations, la loi s'est imposée. Depuis l'an 1, un peu plus de 9 mois après sa promulgation, plus aucune grossesse ne peut arriver à son terme. Depuis l'an 1, grandit la dernière vague, ultime génération avant extinction de l'espèce humaine. Les frontières n'ont plus d'importance, l'avenir non plus. Des cohortes d'exaltés se fichent de ce qu'ils laissent et se déplacent d'île en île pour déployer leurs fêtes au sein d'un éternel été. Et parmi eux, quelque part, se trouve Louve, qui aura besoin d'un livre à elle pour être raconté. Ailleurs encore, des grappes d'adorateurs se consacrent à rendre à la nature ce qu'elle leur a donné. C'est parmi eux que naît en l'an 1 Février, pendant qu'ailleurs encore, très loin de lui, Shida, elle aussi, naît. Février et Shida ne sont pas des héros. Et d'après la loi, il n'y aura de toute façon plus personne pour les raconter. Une histoire au présent, parmi toutes les autres, sans futur ni passé. C'était un extrait du premier jet de La dernière vague, roman d'anticipation de Rebecca Wessermann. Rebecca qui a juste terminé 1 mois de résidence à la Taipei Literature Base avec le programme Villa Formose Livre. Merci d'avoir suivi ce décryptage qui vous est présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International.